Bonjour à tous. Donc, nous voici pour le troisième volet de l'étude des processus cognitifs dans l'éducation. Et donc, ce troisième volet fera référence au cerveau dans l'action. Quand la petite image ici fait référence, le cerveau dans l'action n'est pas simplement une action, on le verra, qui est uniquement seule face à nous-mêmes dans une action, mais c'est également une action qui est en référence avec d'autres êtres humains, d'autres individus qui seront en interaction. Donc l'action, elle n'est pas uniquement individuelle, mais elle peut être également collective. Donc la première chose à voir par rapport à ça, c'est le lien entre perception et action. Donc la première chose en fait à voir, c'est qu'effectivement vous avez un modèle perceptif qui va, donc votre vision, vous donner des affordances des objets. Donc les affordances des objets, c'est quoi? C'est tout simplement, lorsque vous voyez une tasse par exemple, vous pouvez la prendre de différentes manières. Vous pouvez la prendre premièrement par l'anse, vous pouvez la prendre directement de manière globale. Chaque objet va avoir différentes prises possibles. Donc dans notre perception, on va avoir différentes possibilités, suivant nos expériences évidemment, de saisir ces objets. Ensuite, on va coder ça en actions moteurs congruentes. Alors je m'explique. Les actions moteurs congruentes sont en fait l'adéquation entre ce que je vais percevoir, ce que je vais observer, et ce que je vais projeter de faire en fait, l'action que je vais me projeter de faire. Et donc à un moment, je vais me dire, si je veux, et donc c'est pour ça que je fais intervenir la motivation, suivant la motivation que j'ai à utiliser cet objet, à réaliser cette action, je vais avoir des actions qui vont motiver en fait, qui vont être motivées et qui vont dire, cet objet, je vais les prendre de cette manière-là. Et en réalité, là, ce que je vais avoir, une fois que je vais choisir mes actions congruentes, je vais traduire ça en information motrice, automatiquement. Et cette information motrice va faire que je vais avoir des actes potentiels, des invitations à l'action. Que je fasse un processus moteur ou pas, le fait même que je perçoive me représente les objets d'une certaine manière automatiquement et me les code en action. Et donc d'un point de vue moteur. Et de ce point de vue-là, ce qu'il faut penser, c'est que d'un point de vue cognitif, il existe une signification, une compréhension pragmatique, qui n'est pas de l'ordre du conscient, mais c'est de dire automatiquement, quand je vois un objet ou une situation, je vais les interpréter d'une certaine manière et je vais les coder en action. Alors même que d'un point de vue moteur, il ne se passe rien. Mais dans ma tête, le cerveau se comportera comme si il voit et il est dans l'action. Et cette perception, elle peut être lorsque je vois quelqu'un faire quelque chose. Le fait de voir quelqu'un faire quelque chose, évidemment, ça a d'énormes impacts pour dire effectivement, l'autre personne, sans même faire l'action, est dans l'action. Le fait même de le percevoir fait qu'elle a ses potentiels d'action, elle a cette invitation à l'action et elle le vit dans l'action en fait, sans même avoir de processus moteur en tant que tel. Et donc ça, c'est une première chose qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est cette résonance qu'il y a entre le fait que quelqu'un fasse une action et le fait que lorsqu'on le perçoive, même si on ne réalise pas cette action, nous-mêmes, dans notre cerveau, on est en train de la réaliser. Quelle problématique pour les élèves? En réalité, là j'introduis une notion qui est l'inédit dans l'apprentissage. C'est tout simple, c'est de se dire, effectivement, avec les élèves, j'aurais montré en fait certains processus moteurs, j'aurais montré certaines visions, certaines actions que je peux avoir, mais si je commence à leur montrer des choses qu'ils ne connaissent pas du tout, en réalité, ce degré de congruence, c'est-à-dire la correspondance entre l'activité observée et accomplie, elle va pas correspondre. Effectivement, si je montre de l'inédit, ce qu'ils observent, ils vont avoir du mal à l'accomplir. Et de manière pas sémantique, c'est pas dans la compréhension des mots, mais c'est dans la réalisation des actions. Donc ça fonctionne beaucoup plus dans le domaine des compétences. Et même si cette congruence elle est établie, c'est qu'effectivement j'ai une correspondance entre ce que j'observe et ce que je dois faire, c'est pas pour autant qu'il connaîtra les actes qu'il faudra pour le réaliser, concrètement d'un point de vue moteur. Donc c'est très important d'avoir entre ce qui est observé et ce qui est accompli, d'avoir au début extrêmement beaucoup de similitudes, qui permettra de bien focaliser sur ces invitations à l'action qui soient très simples, et progressivement de permettre en fait cette signification fonctionnelle de pouvoir s'améliorer et donc d'intégrer de l'inédit.
Mais dans un premier temps, il faut que ça se rapproche beaucoup en fait d'un processus d'imitation et s'assurer que ce processus d'imitation est bien ce que le fait entre le professeur et l'élève soit dans la même dynamique. Donc ça, si on reprend par rapport au modèle de travail, il y a une chose qui est importante, c'est de dire effectivement vous avez un modèle de perception. Ce modèle de perception, la motivation, l'attention va le réguler dans la congruence, va faire appel à des représentations en mémoire, des actions, exactement ce qu'on a vu sur l'émotion, on peut faire le lien, et ça va retranscrire, ça va activer des systèmes moteurs sans pourtant qu'il y ait d'activation moteur proprement dite. Donc, autre chose par rapport à ça, c'est donc là on a parlé d'un contexte, on a parlé en fait d'une situation où on a une perception et d'un point de vue moteur. Or en fait, ce qu'on voit maintenant, c'est que vous avez l'intention qui est en réalité la combinaison d'un contexte et d'une action. Il faut bien distinguer le contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est, je prends par exemple un truc simple. Je reprends ma tasse de thé. Donc, je prends un contexte tout simple. Je mets des croissants. J'ai une table. Je mets des croissants. Je mets un verre de jus d'orange. Je pose ici une anse, ou avec du lait, par exemple. Et le fait d'avoir comme ça cette assiette avec mes viennoiseries, mon verre de jus d'orange et mon lait, je vais déjà me représenter en fait dans un contexte donné où je vais avoir en fait effectivement, je vais savoir que c'est le petit déjeuner. Alors qu'en réalité, moi, et là je vais être dans l'action, c'est que si à un moment je montre une tasse, donc je montre cette tasse, je prends une tasse par exemple classique, désolé pour la... Voilà. Et que ici, j'ai un être humain ici qui va prendre cette tasse, le fait de prendre cette tasse, là simplement je n'ai plus un contexte, mais l'intention c'est quoi? C'est que j'ai un contexte avec là, mes croissants, ma tasse, mon verre et mon lait, mais que derrière j'ai un être humain qui va venir d'une certaine manière faire une action. Et l'intention c'est ça, c'est la réunion d'un contexte avec une action. Et ce qu'on appelle en neurosciences cognitives l'acte du spectateur. L'acte du spectateur, c'est quoi? C'est justement la réciprocité des gestes et des intentions d'autrui. On comprend à la fois le contexte et ses affordances, et on comprend à la fois l'action dans le sens où nous-mêmes, on est en train de le reproduire. Et le problème qui peut se passer dans l'apprentissage, c'est si cet acte du spectateur, il va fonctionner uniquement si il est présent dans le vocabulaire d'acte. Si, effectivement, d'un point de vue moteur, l'élève est capable de reproduire ces actes-là. Et donc, ça détermine un espace d'action partagé. C'est-à-dire que lorsque le professeur va prendre de cette manière-là la tasse, il va effectivement, l'élève, naturellement se dire, voilà, dans la procédure, dans la manière de résoudre ce problème, je vais prendre cette tasse de cette manière-là. Et donc là, le professeur et l'élève, lorsqu'ils parleront de prendre la tasse, par exemple, sur un exemple tout simple, feront référence à la même manière de prendre la tasse, à la même manière de réaliser l'action. Et c'est à ce moment-là où on peut parler en fait d'une cognition intégrée à la perception et au moteur. Il ne faut pas penser que c'est simplement une cognition en fait qui est simplement dans l'évaluation, dans les émotions, dans le raisonnement, mais également la manière dont on peut réaliser les choses est importante, est impliquante en fait dans l'apprentissage. D'ailleurs, si c'est absent dans le vocabulaire d'acte, cela a de fortes répercussions. S'il n'est pas capable de se projeter dans l'action, soit pour un problème de contexte, soit un problème lié purement à l'action, donc si cette intention n'est pas captée, eh bien là, l'exécution sera impossible. Et donc l'exercice, en tout cas en termes d'action, ne pourra pas être réalisé. Et là, il y a une nécessité d'apprentissage. Donc c'est très important de voir les références au contexte et à l'action et de décomposer ces références-là. Donc, comment calibrer le contexte perçu par les élèves? Donc là, c'est une problématique qui est très souvent abordée en fait dans l'enseignement secondaire. Effectivement, l'idée, c'est de se poser des questions que le contexte a différentes facettes.
Il y a un contexte au sein de la classe, quel environnement je vais mettre en place au sein de la classe. Et deuxièmement, le contexte du contenu de l'enseignement. Si je mets en place une mise en situation, je vais essayer de les mettre dans l'action. Effectivement, ce contexte en fait est très important pour voir exactement est-ce qu'il va arriver à comprendre le contexte, l'action et l'intention liées à ce contexte. Et en fait, en gros, la non-réponse par l'élève, le fait qu'il ne comprend pas, on peut identifier où est-ce qu'il ne comprend pas. Est-ce que c'est une question, le contexte en lui-même, figé, ou est-ce que c'est l'action dans le contexte qu'il ne comprend pas? Et donc c'est pour ça que les implications sur les pratiques, elles sont importantes parce qu'elles influencent la lecture de l'intention. Et on doit se poser les questions à quel moment en fait l'élève a bien compris le contexte, l'action qui est associée pour bien décomposer en fait les deux choses. Et dernièrement, voir si même s'il a compris le contexte et même s'il a compris l'action, est-ce que lorsqu'on lui demande de rédiger en fait sa procédure ou de le faire, qu'il dise non là je ne sais pas le faire. Dans ce cas-là, c'est qu'il n'a pas le vocabulaire d'acte pour comprendre cette action et pour réaliser la tâche donnée. Et là, de la même manière, on active de plus en plus en fait de processus cognitifs parce qu'effectivement, il va percevoir un contexte, une action, qui va activer également des aires moteurs, même s'il ne les réalise pas, via les neurones miroirs. Il va utiliser son attention, effectivement, parce qu'on a vu effectivement que cette intention, le contexte va faire que il va focaliser sur certaines parties des objets, certaines parties de la situation. Et là après, il va utiliser ces représentations en mémoire pour savoir quelle action réaliser. Donc, si on veut faire le lien entre action et apprentissage, la question se pose dans ces termes-ci. Vous avez une action qui est soit observée, soit exécutée. Et ce que vous voulez, c'est passer de l'un à l'autre, dans un premier temps, lorsqu'on parle de ce type d'apprentissage. Et donc, il faut bien faire attention, premièrement, contexte, action, intention. Ensuite, est-ce que l'acte du spectateur est bien bon? Donc, c'est-à-dire comment on le voit ça, est-ce qu'il a le bon vocabulaire d'acte? Donc, ça poser des questions sur concrètement, qu'est-ce que ça lui inspire? Comment il décompose le contexte? Comment il décompose en fait l'intention? Et ensuite, et ce qui est plus important, c'est de se poser des questions sur la compréhension des buts et des finalités des mouvements accomplis par le démonstrateur. Est-ce qu'il a compris la réelle intention, lorsque je fais ça, la signification, la projection dans l'avenir de cette action-là? Que représente cette action pour lui? Et là, pour le coup, expliciter ses buts et ses finalités, ça induit en fait une transmission par l'apprentissage. Si je lui explique pourquoi je fais ça, je donne du sens. Et si je donne du sens, je peux les exécuter. Parce que je sais pourquoi je les exécute. Et pas simplement prendre des actes qui n'ont aucun sens l'un avec l'autre. Là, il va pouvoir faire des associations et finalement y arriver. Et pour ça, il y a deux autres leviers qui sont la motivation, la préparation à l'attention qui changent le rôle des neurones miroirs. En effet, si je prépare l'attention et si je prépare les modalités d'action, si je les motive, en gros, si aux élèves, préalablement, je les mets dans des conditions attentionnelles où ils sont préparés à observer certaines manières le document ou quel que soit le support, en fait, ils observeront plus de la même manière. En termes de posture de l'enseignant, en termes de rituel dans la classe, ça pose beaucoup de questions sur la manière dont je vais préparer l'attention et je vais cadrer leur motivation pour qu'ils vraiment leurs neurones se préparent à cette observation. Et effectivement, suivant si je leur dis vous observez juste ou vous allez observer pour imiter, pour réaliser, le cerveau ne se code pas de la même manière. Quand vous êtes passif, il va faire une congruence anatomique, il va se dire je vois des objets, mon attention se porte dessus, sans but précis, j'observe. Par contre, si j'ai un but, effectivement, là, de manière spatiale, je vais relier les objets les uns aux autres. Je vais leur donner plus de sens parce que j'ai une intention derrière. Et effectivement, c'est très important de formuler les motivations, de préparer l'attention pour justement que lorsqu'ils vont voir ces actions, ils sont déjà dans l'exécution et pas dans l'observation. Et donc, c'est très important justement, lorsqu'on fait observer à des élèves, on n'est pas dans la simple observation. C'est qu'il faut les prendre par la main préalablement pour les conditionner leur attention,
conditionner les modalités d'action et de motivation qui permettront que cette observation, en réalité, ce n'est pas pour l'observation en tant que telle, c'est pour pouvoir imiter ou encore mieux, pour pouvoir mettre en œuvre certaines compétences. Et ça, il faut préparer l'attention, donc c'est un mécanisme qu'il faut cognitif, qu'il faut habituer, et l'enseignant doit être là pour à la fois l'habituer et à la fois guider d'un point de vue cognitif l'élève. Voilà. Donc, une question toute simple, c'est de se poser comment rendre l'apprentissage par imitation plus efficace. Parce que la première chose que fait un étudiant ou un élève, c'est de se dire, voilà, le professeur fait comme ça, je vais essayer de l'imiter. Que ce soit pour n'importe quel type d'énoncé. Donc, après avoir exposé ou réalisé une démonstration, donc un exercice, une procédure, la performance de reproduction, de transposition par les élèves est hétérogène. Vous voyez bien que si vous faites un exercice, il y a des gens qui des fois vont arriver à le reproduire et d'autres pas. Alors effectivement, si ça fait intervenir l'action, la partie moteur en fait, la projection et ça demande de l'observation, c'est très important de, au préalable, fixer la préparation à l'action et fixer les modalités d'attention et de motivation qui permettront de dire voilà, là on va observer pour cette finalité-là, on va observer, faites attention à ça, 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 préparer l'attention en fait. Et pas laisser l'attention au début fluctuer au regard de l'observation, mais guider cette attention pour aller vers de la réussite. Et donc là, ça fait encore intervenir, comme j'ai dit précédemment, la perception et le moteur, qui sont centraux, l'attention et la motivation ici, qui permettront d'utiliser les bonnes ressources en mémoire. Et donc là, c'est très important de fixer ça. Alors que si on ne fixe pas ça ici, on aura des problèmes, en tout cas sur l'accès, en fait, l'évaluation et la mémoire. Donc, si je dois résumer l'apprentissage par imitation, qui est une des facettes d'apprentissage, on verra dans d'autres modules qu'il en existe d'autres, mais en tout cas, pour faire référence aux neurones miroirs, ces processus d'apprentissage par imitation, en fait, premièrement, convertissent les chaînes d'actes appartenant au patrimoine moteur. C'est qu'en gros, vous avez un patrimoine moteur, vous avez des actes que vous avez codés en vous, que vous avez l'habitude de faire, qui représentent quelque chose pour vous. Et en fait, ça permet de segmenter l'action qu'il doit imiter en éléments particuliers. Donc comme ça permet de décomposer l'action et convertir, et ça permet donc d'une recomposition de n'importe quel type d'acte. Vous pouvez en fait, en gros, observer un acte particulier et à la fin, même si vous ne l'avez jamais réalisé, vous allez mettre bout à bout des actes que vous savez faire et donc le réaliser. Et deuxièmement, une fois que vous les avez convertis en chaîne d'actes que vous comprenez, vous allez l'accomplir ces actes moteurs dans la séquence la plus appropriée. Et le but, c'est que ça ressemble au maximum, que ça reflète celle des démonstrateurs. Donc, dernière problématique, comment rendre l'apprentissage par imitation plus efficace? Comment mémoriser l'action à imiter? Parce qu'en fait, il y a cette chose-là. Et la première chose qu'il faut se demander, c'est que, effectivement, j'ai l'attention et la motivation qui sont déterminantes dans l'acte qui va permettre de soutenir la mémoire de travail, qui va permettre de soutenir l'attention. Mais dans un second temps, je dois m'assurer que j'ai bien le bon vocabulaire d'acte et que ce vocabulaire d'acte, en fait, j'arrive à le mettre dans la bonne séquence. Et donc, c'est pour ça que la segmentation de la chaîne d'actes peut être un objectif de la séance. Bien décomposer comment je réalise mon travail. Et rien que de le formuler, ça fait réfléchir les sens sur lesquels, en fait, dans quel sens, en fait, j'ai résolu, dans quel sens j'ai utilisé les différentes tâches que je pouvais faire, dans quel ordre je les ai mises. Et ça pose question aussi sur s'assurer que chaque tâche, chaque acte est bien perçu par l'élève. Dernière chose, en fait, sur les neurones miroirs, c'est la résonance des émotions. C'est quelque chose de plus vaste, mais c'est de se dire, en fait, effectivement, lorsque moi je réalise une action, si je commence à manger, par exemple, un plat de pâtes, en réalité, lorsque je serai en train de manger, si vous aimez ce plat de pâtes, en fait, vous aussi, vous allez être dans l'action de réaliser le fait de manger ce plat de pâtes. Or, ce qui marche pour le fait d'une action, marche aussi pour les émotions. C'est-à-dire que le fait de sourire, par exemple, va induire chez l'autre, en fait, une réaction aussi également positive. Le fait, si je commence à regarder de manière plus foncée et d'être plus fermé en termes de visage, ça va affecter aussi votre perception. Parce que les neurones miroirs ont cette capacité d'empathie qui font que je comprends
les perceptions de l'autre. Donc ça a différentes implications pour le professeur. La première, c'est de se dire, les postures que j'ai sont analysées par les élèves de manière inconsciente. Et deuxièmement, c'est de se dire, peut-être que l'empathie de mes élèves n'est pas assez développée, entre guillemets, pour comprendre moi, mes mimiques, pour comprendre mon langage corporel. Et donc c'est important en fait que les élèves et le professeur soient en phase pour que chaque réaction l'un envers l'autre soit comprise et vice-versa pour le professeur et l'élève. C'est qu'en gros, des fois, le professeur ne peut ne pas comprendre certaines réactions des élèves parce qu'en réalité, cela induit quelque chose de différent que ce que lui interprète sur son visage. Il ne pense pas en fait ce que le professeur croit sur son visage. Et donc ça, c'est important en fait de rentrer en phase avec les élèves dans cette résonance d'émotions pour que chacun puisse en interaction utiliser un vocabulaire d'actes qui permet de construire l'apprentissage.